corps. Et pour notre corps à corps, je suis très heureuse d'avoir nos deux invités, Guilain Benessa, Pierre Gentillet. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Clément. Et merci beaucoup d'être avec nous. Avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, aux éditions L'Artilleur, ou encore On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, aux éditions L'Artilleur, toujours. Nous sommes également avec Pierre Gentillet. Bonjour Pierre Gentillet. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris et candidat RN dans la 3e circonscription du Cher pour les législatives de 2024. Alors, évidemment, notre sujet aujourd'hui peut vous opposer. En tout cas, il y aura des distinctions, des orientations différentes, je l'imagine, sur la stratégie du Rassemblement national qui a été particulièrement questionnée et par même les électeurs du Rassemblement lors de cette dernière actualité de la confirmation de Richard Ferrand au poste de patron du Conseil constitutionnel. Alors, beaucoup se sont posé cette question. Quel est le deal entre le Rassemblement national et Emmanuel Macron ? Une question qui est revenue parmi les électeurs et l'opposition pendant plusieurs semaines. Je rappelle que le 19 février dernier, il ne manquait qu'une voix pour éliminer Richard Ferrand et il ne manquait que le Rassemblement national pour faire tomber le gouvernement Bayrou. Plus récemment, le 28 février, il ne manquait que 38 voix pour la suppression de l'accord franco-algérien de 1968. 40 députés du Rassemblement national étaient aux abonnés absents. On pourra appeler ça la discrétion du Rassemblement national. Au sujet de Richard Ferrand, je propose d'écouter le député des Alpes-Maritimes, Brian Masson, qui explique leur position. Le groupe Rassemblement national ne pouvait évidemment pas soutenir cette candidature. Cependant, nous vous annonçons que nous avons voté l'abstention. Nous nous sommes abstenus sur ce choix. Nous nous sommes abstenus pour plusieurs raisons et nous allons essayer ensemble d'y revenir. La première d'entre elles, c'est parce que nous avons posé des questions précises à Richard Ferrand sur comment il envisageait évidemment sa présidence au Conseil constitutionnel. Il nous a rassurés, il s'est engagé devant la représentation nationale, devant les députés présents. Il s'est engagé en expliquant qu'il ne devait pas y avoir de gouvernement des juges et que le peuple français avait un pouvoir constituant pour l'approche au Conseil constitutionnel. Et vous le savez, nous y sommes évidemment très attachés. Et c'est pour cela que nous nous sommes abstenus. Voilà, on a entendu aussi d'autres sons de cloche. Alors, celui qui a été relayé par Olivier Marleix, l'ancien président du groupe Les Républicains, qui a parlé d'un deal secret entre Marine Le Pen et le président Macron. Mais c'est un son de cloche qu'on a entendu et porté par de nombreuses personnalités. Je propose d'écouter Olivier Marleix. C'est le membre du Conseil constitutionnel qui sera le moins bien désigné, le moins bien élu, en quelque sorte, mais malgré tout grâce à Marine Le Pen, à un siège près. Il faut que Madame Le Pen nous explique. Et pourquoi elle a fait ça d'après vous ? Écoutez, c'est quand même totalement incompréhensible. Pourquoi est-ce que Madame Le Pen a fait ce choix ? On a évidemment envie de penser aux prochaines décisions que doit prendre le Conseil constitutionnel. Je rappelle qu'il y a une QPC pour savoir si Madame Le Pen sera ou pas inéligible. Donc tout ça sent quand même très fort le deal secret entre M. Macron et Mme Le Pen. Voilà, donc question sur le deal secret, évidemment. C'est un opposant politique, donc on peut comprendre aussi qu'il cherche à envoyer des pics contre l'autre camp. Mais tout de même, cette question de l'échange d'un deal et de l'échange de la tête de Richard Ferrand contre l'éligibilité de Marine Le Pen flotte dans l'air. Et plus généralement, on parlait tout à l'heure du fait qu'ils auraient pu faire tomber le gouvernement Bayrou. On a parlé encore de l'accord franco-algérien. Plus généralement, le Rassemblement national semble faire cavalier seul dans son opposition, refusant souvent de s'allier, même très ponctuellement, avec d'autres partis d'opposition, alors que cela pourrait permettre d'entraver la majorité. Une stratégie de lissage d'image dont on a déjà parlé, une stratégie du moins pire qui parfois n'est pas toujours comprise. Alors, est-ce la bonne stratégie ? Est-ce que cela découle justement uniquement d'une stratégie de normalisation ou y a-t-il autre chose derrière ? Voilà toutes les questions que je pose aujourd'hui. On va commencer par Pierre Gentillet. Merci. Je réagis à ce que vous avez dit. Allez-y, voilà. Exactement. Oui. C'est une question très très vaste. Écoutez, peut-être reprendre quelques éléments de votre présentation, de votre intervention. Sur l'accord franco-algérien, il se trouve que je suis allé regarder parce que moi-même j'étais surpris. Et je ne sais pas si vous êtes allé regarder d'ailleurs le détail du vote, chère Clémence. Et je vous invite à le faire parce que c'est toujours un peu la même chose. En fait, quand vous allez regarder le détail du vote, tous les députés Rassemblement national qui étaient présents ont voté contre cette résolution. Et je rappelle que c'est une résolution, en fait.
Ce qui n'a pas tout à fait la même portée juridique, on pourra y revenir si vous voulez. Mais en fait, en l'état de l'Assemblée nationale, parce que les gens qui pensent que dans l'Assemblée nationale, il y a en permanence les 577 députés présents, en fait, ces gens-là ne connaissent pas la pratique de l'Assemblée nationale, parce qu'un député, je suis obligé de faire cette digression, excusez-moi, mais pour bien comprendre le rôle là-dessus d'un député, le rôle d'un député, c'est pas d'être assis en permanence à l'Assemblée, c'est de participer aux commissions à l'Assemblée nationale qui réfléchissent aux propositions, aux projets de loi, c'est d'être aussi, et on tanne suffisamment les députés là-dessus, proche de leurs électeurs, c'est-à-dire en circonscription. Donc vous pouvez pas demander à un député d'être en permanence à Marseille, en permanence à Paris pour voter. Et il se trouve que là, il y avait un vote effectivement sur les accords de 1968 et il y avait la moitié de la nationale à peu près qui était, ou peut-être 200 députés qui étaient présents. J'ai regardé, je sais plus exactement quel est le chiffre Ouais. exact de députés, mais tous les députés RN qui étaient là ont voté contre. Vous voyez, mais c'est simplement que, alors on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas tous venus? Ils sont pas tous venus parce qu'en fait, il y avait les commissions, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils travaillent en circonscription, comme tout le monde en fait. Et il y a plus ou moins, si vous voulez, une pratique à l'Assemblée nationale qui est que, en moyenne, il y a 200, 300 parlementaires, parfois moins, et on s'accorde pour jauger un petit peu les présents en fonction de la représentativité de chacun dans l'hémicycle. Et pour les cas très très importants, On alors mobilise. là, toute l'Assemblée nationale est présente, vous voyez. Donc en fait, ça, ce discours-là, typiquement, moi je l'ai vu, ça sous mes tweets, et c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'en fait, là, je veux pas être pédant, mais encore une fois, on va trop vite et on fait un procès en sorcellerie au Rassemblement national. Maintenant, sur Ferrand et sur la QPC, peut-être un point. Qu'est-ce que c'est la QPC? La QPC, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. C'est un mécanisme qui permet aux juges constitutionnels de se prononcer à l'occasion d'un litige. Alors ici, effectivement, c'est le procès de Marine Le Pen, pour voir, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais en gros, si je fais très très simple, hein, pardon pour les juristes et notamment Guilain, mais pour voir si l'éligibilité de Marine Le Pen pose un problème constitutionnel au regard de la Constitution. Monsieur Ferrand est un juge sur 9, une voix sur 9. D'accord? Donc, c'est pas lui qui décide tout le Conseil constitutionnel. Il est évident que le président a un rôle, a un pouvoir, a un secrétariat, a comment je dirais, une assise, il donne une dimension. D'ailleurs, on l'a vu pendant le mandat de Laurent Fabius. Il a vraiment mis les canons du Conseil Oui. constitutionnel, encore une fois, sur une dérive, hein, que je ne cesse d'ailleurs de dénoncer, mais ce n'est pas Richard Ferrand qui décide tout seul. Ensuite, sur l'histoire, sur l'existence d'un deal, sur la question de l'éligibilité, comme le mentionne M. Marlex, mais tout ça, encore une fois, je vous dis, il n'a pas la majorité, il n'a qu'une voix, et deuxièmement, sur quoi ceci repose-t-il factuellement, hormis une hypothèse? Hormis une hypothèse. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas d'éléments. Alors, on peut spéculer, on peut parler comme ça, mais on parle sur rien, en fait. On parle sur rien. Voilà. D'accord. Mais donc pour vous, circuler, il n'y a rien à voir dans le sens où on ne peut pas reprocher au Rassemblement national de ne pas être victime de sa volonté, finalement, de sa propre volonté, de lisser son image et donc de perdre peut-être en force d'opposition. Je fais très court parce que je sais qu'on est deux Ne vous inquiétez dans pas, ce on débat, va donner la parole à non, mais Gaël voilà, aussi. Oui. je pense aussi Ne vous à Guilain, inquiétez pas, mais il va arriver, il va arriver. bien sûr, mais non, mais attendez, évidemment qu'on a le droit de critiquer, évidemment qu'on a le droit de critiquer les choix du Rassemblement national, y compris pour Ferrand d'ailleurs, hein. Je comprends que cette décision, elle soulève des tempêtes de réaction. J'ai essayé de l'expliquer, on y reviendra sans doute. Mais quand vous dites que le RN essaie de lisser son image, vous savez, euh, on a un enjeu, enfin vraiment absolument gigantesque pour les années à venir, et nous devons, je dis nous, enfin, le Rassemblement national doit accéder aux responsabilités le plus vite possible. Ça se fait pas par perte et profit au regard des idées et du programme. Si vous regardez le programme du Rassemblement national, je prends un point qui me paraît essentiel, la question du droit du sol, ça n'a jamais bougé. La question des prestations sociales, de la préférence nationale, sur des questions économiques. Donc, si vous voulez que nous ayons que le Rassemblement national ait une approche qui soit une approche peut-être plus douce, plus soft à l'égard de certains électeurs, et notamment l'électorat le plus réticent de tous, qui est l'électorat âgé, d'accord? Ça me paraît, enfin, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Si sur le fond, il n'y a pas de compromis sur les sujets essentiels dont j'ai parlé. J'ai évoqué le droit du sol, les questions économiques, etc., etc. D'accord. Alors, cette fois-ci, c'est le tour de Guilain Benessa. En fait,
Le problème que j'ai avec la stratégie d'ensemble, je vais pas égrener, effectivement, on va pas refaire le match uniquement de Richard Ferrand, mais Non, bien essayons sûr, il faut élargir, oui. On peut. d'élargir et surtout de tracer l'avenir. 2 secondes. Vous savez, Clémence, on en discute souvent à votre antenne. Compter les points au niveau du RN de ce qu'il a mal fait ou bien fait me pose question simplement à l'égard des batailles à venir et des batailles qu'on est en train de mener. Et quand je dis on, le on dépasse, et je pense que beaucoup de gens l'oublient des fois, le on dépasse largement le cadre du RN, puisque la seule question qui doit se poser, est-ce que la France a encore un avenir dans une situation d'étau et d'étranglement en fait qu'on ressent tous les jours un peu plus, et sur tous les sujets. Je vais pas encore une fois les lister. Alors, le problème que j'ai avec l'affaire Ferrand n'est pas la stratégie de dédiabolisation du RN, ou pas directement. Le problème que j'estime être le problème fondamental dans cette affaire, c'est que par l'abstention du RN, nous avons, et quand je dis nous, c'est un nous malheureusement d'une sorte de majesté un peu triste, nous avons réussi à mettre à la tête du Conseil constitutionnel le pire président imaginable du Conseil constitutionnel. Je m'explique. Il y a 2 camps qui s'affrontent de longue date. Premier camp, à savoir, est-ce qu'il faudrait des vrais professionnels au Conseil constitutionnel? Vous voyez, des juristes un peu ennuyeux, techniciens que personne ne connaît, qui ne sortent pas de leur bureau. Hypothèse 1, que certains défendent depuis longtemps. Hypothèse qui permettrait d'éviter, vous voyez, des guignols du type Richard Ferrand. Guignol, je le dis même pas au sens, je veux dire, négatif du terme, au sens vraiment d'un clown venu d'un spectacle qui n'est pas le sien, puisque Richard Ferrand, tout le monde le sait, n'a littéralement aucune compétence juridique. Il disait lui-même, il a vaguement fait du droit et de l'allemand en même temps, ce qui veut dire que tout le monde se demande ce qu'il fiche aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Hypothèse 2 de longue date également, c'est de dire il faut éviter, donc je disais, les têtes d'affiche exclusivement juridiques et avoir des sommités à la tête du Conseil constitutionnel. Vous voyez, des sommités. Auquel cas, et je crois que d'ailleurs, il me semble avoir entendu Pierre Gentil en parler sur une autre antenne, auquel cas, un homme comme Jean-Éric Schottel, par exemple, qui est à la fois un juriste et une personnalité reconnue, ou alors un homme politique de longue date qui a connu, vous voyez, qui a fait sa carrière dans le droit, ou alors qui a une espèce d'autorité morale, aurait pu emporter la mise. Et là où c'est terrifiant, je trouve, la nomination de Richard Ferrand au Conseil, c'est que, d'une part, nous n'avons ni l'un ni l'autre. On a une sorte de stratégie du mauvais choix, c'est-à-dire un homme de paille d'Emmanuel Macron dont on ne voit vraiment pas l'intérêt de le mettre à cette place, premier élément. Et deuxième élément, et là vraiment je me pose la question du point de vue du Rassemblement national, si en 2027 le RN remporte les élections présidentielles, admettons que Marine Le Pen se retrouve président de la République, admettons effectivement que le choix de Richard Ferrand soit une sorte de stratégie voulue à courte date ou à moyenne date, qu'elle soit l'affaire d'un deal ou pas, c'est même pas mon sujet en fait, peu importe. En 2027, Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, ne manquera pas de poursuivre en pire la stratégie de Laurent Fabius, c'est-à-dire la dérive d'un Conseil constitutionnel qui, depuis des années, empêche les politiques de faire à l'aune d'un état de droit qui est grossissant tous les jours. Ce qui fait qu'en 2027, la pierre tombale du RN peut s'appeler Richard Ferrand. Il ne sera pas seul, évidemment. Pierre a raison de le rappeler, il n'est pas seul à décider. Mais alors, je me mets dans la peau de Marine Le Pen, qui, par exemple, souhaite toucher, et Pierre vient de le rappeler, au droit du sol, qui veut toucher à l'immigration, et donc il veut organiser un référendum sur cette question. Très honnêtement, si Laurent Fabius a déjà fermé les vannes en expliquant qu'on ne pourrait pas faire de référendum sur l'immigration, a expliqué que le droit est bon uniquement lorsque le conseil type Fabius l'a dit, c'est-à-dire lorsque le droit dit ce que la démocratie minoritaire veut faire, c'est-à-dire le macronocentrisme, c'est-à-dire pas de référendum, pas de souveraineté populaire, pas de questions qui fâchent, pas de référendum sur l'immigration, pas de remise en cause, et demain certainement des troupes au sol en Ukraine pour défendre absolument une position dont on a tous compris qui est une fuite en avant d'une Union européenne qui est en même temps en train de crever et en même temps en train de se durcir. C'est les deux en même temps. Voilà, on va dire c'est le en même temps macronien à la sauce contemporaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, il y a, et après je vais essayer de résumer ça, Pierre, promis, je vais tenter de faire une synthèse, un syncrétisme un peu court. Premièrement, il y a un oubli et un problème stratégique. Oubli, c'est que lorsqu'on prend le gaullisme source, c'est un mouvement radical et révolutionnaire de tous les instants. Ce ne sont pas des compromis à courte échelle, ce n'est pas de dîner avec le diable, même avec une petite ou une grande cuillère, ce n'est pas des arrangements pour tenter d'obtenir potentiellement un moment le pouvoir pour pouvoir imaginer de faire quelque chose. C'est une révolution de tous les instants avec un lexique radical.
Et deuxièmement, si on espère gagner les batailles de demain en ayant occulté que le système se met se met en place progressivement en arrière-fond pour empêcher de faire quoi que ce soit qu'on ait le pouvoir, dans ce cas-là, je me pose des vraies questions quant à l'idée de laisser filer la bête avec, par exemple, un homme comme Richard Ferrand qui fera tout pour que le RN ne puisse pas imposer son programme. Donc en fait, je vois deux questions ici pour vous, Pierre Gentillet. Il y a cette question de la révolution de tous les instants, du gaullisme radical, on va dire, source, le gaullisme source. Et puis cette question d'avoir installé finalement une bête qui risque de se retourner contre le Rassemblement national. Alors, tout à fait. Merci, merci Guilain pour cette entrée en matière. Je précise aussi dans ce débat que je ne veux pas dire que je suis un admirateur de Guilain, mais on se connaît, on va quand même le préciser peut-être, et que nous sommes aux communautés de pensée juridique. J'ai découvert Guilain à travers ses livres, à travers le totem de l'état de droit, le référendum impossible. Donc, je me sens en communauté de pensée, si j'ose dire juridique. Je veux poser ce point, même si on peut avoir des désaccords stratégiques, mais j'ai plaisir à discuter avec Guilain sur ces sujets. Sur le gaullisme révolutionnaire, oui, en fait, on a une lecture de Gaulle a posteriori qui est une lecture d'un espèce de commodore tranquille. En réalité, De Gaulle, pendant 12 ans, est en guerre. De Gaulle est en guerre. Oui. De Gaulle est en guerre de 58 à 62 contre les partis politiques. Ça se termine d'ailleurs par le référendum de 1962 qui introduit par un mécanisme, article 11 de la Constitution, par un référendum contre lequel toutes les élites hurlent. Il y a même la première motion de censure, la deuxième, enfin la première, une des deux motions de censure de l'histoire de la Ve République qui est déposée et qui fait tomber le gouvernement Pompidou parce que De Gaulle utilise un référendum pour modifier l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Après, vous avez une grande bataille de 62 à 65 avec une élection présidentielle. On a tout un camp qui se groupe derrière Mitterrand. On peut poursuivre jusqu'en 1968 et évidemment en 1969 où tous les camps politiques se liguent contre De Gaulle et réussissent d'ailleurs à obtenir sa tête puisque De Gaulle perd son référendum. Donc en fait, le gaullisme, je ne sais pas si on peut utiliser le mot révolutionnaire ou alors au sens latin, c'est-à-dire revolvere, retour à l'origine, c'est-à-dire en fait retour à quoi? Retour à ce que De Gaulle a très bien compris en fait de notre histoire constitutionnelle, c'est-à-dire les Français veulent un compromis entre la monarchie et la République. Je fais très simple. Et de ce point de vue, effectivement, le général de Gaulle a réussi une œuvre pendant 12 ans dont on ne mesure pas vraiment, mais tous les effets et tout le courage qu'il y a eu à entreprendre cette aventure. Et aujourd'hui, si l'édifice tient encore, c'est grâce à la Ve République. Beaucoup critiquent la Ve République aujourd'hui, le régime présidentiel, mais en réalité, notre chance pour nous en sortir demain, c'est la constitution présidentielle ou semi-présidentielle du général de Gaulle. Ce sont les outils, et on va y venir, dans cette constitution, et notamment l'article 11, je sais que c'est technique pour les gens, mais je le dis, l'article 11, c'est celui qui permet un référendum sur tout projet de loi, pour reprendre l'expression du général de Gaulle, qui s'arrêtait en indiquant qu'il n'y a pas à lister les différents domaines, puisqu'en réalité, le constituant est souverain. Le constituant, c'est qui? C'est le peuple. Et si l'article 11 liste effectivement des domaines économiques, environnementaux, etc., en réalité, on peut interpréter cet article à titre, ces exemples justement, à titre illustratif, puisque je vous rappelle l'article 3 de notre Constitution, la souveraineté s'exerce par ses représentants et par référendum, la souveraineté du peuple. Donc maintenant, on arrive au cas Richard Ferrand, puisqu'en fait, ce que dit ici Guilain, c'est que, et je suis tout à fait d'accord avec lui, en fait, j'ai même pas de point d'opposition, c'est que Richard Ferrand s'opposerait, si demain on se met dans l'hypothèse où Marine Le Pen est élue présidente de la République. Marine Le Pen a annoncé que, dans son programme, qu'elle utiliserait l'outil référendaire, l'article 11 de la Constitution, pour modifier effectivement celle-ci, pour introduire des dispositions en matière migratoire, puisque la loi en l'état n'est pas un outil suffisant face aux traités européens et face au Conseil constitutionnel lui-même, qui censurerait des lois migratoires. C'est exactement ce qui s'est passé en janvier dernier. Souvenez-vous, quand le Conseil constitutionnel a censuré la loi immigration. Cher Guilain, il est évident, mais tout le monde en a conscience, et je pense pouvoir le dire au Rassemblement national, tout le monde a conscience que les élites juridiques, les élites politiques du bloc central
veulent s'opposer à ce référendum. Et d'ailleurs, je sais que tu as écouté, tu as eu tu t'es fait le supplice d'écouter l'audition de Richard Ferrand, l'intégrale audition de Richard Ferrand. Richard Ferrand est resté très silencieux sur son opposition à un référendum, peut-être parce qu'il voulait être nommé. Mais moi, pour ma part, je ne suis pas dupe. Je pense qu'il y a de très fortes chances pour que Richard Ferrand s'oppose à ce référendum. La question que je pose est la suivante. En précisant que, bon, moi je ne suis pas parlementaire et que les députés du Rassemblement national n'ont pas voté pour Richard Ferrand. Ils se sont abstenus. J'insiste sur cette différence. Mais la question que je pose, c'est quel est le président du Conseil constitutionnel aujourd'hui sur lequel nous aurions pu nous accorder, en l'état des prétendants, hein, de tous les noms qui ont circulé, on a parlé de Dupond-Moretti, bon, il ne voulait pas finalement Taubira. Moi, je pensais surtout à M. Combrexel, qui est un juriste, mais un juriste dans ce qu'il y a de plus vicieux, malheureusement, c'est militaire, qui connaît bien les rouages. Quel président du Conseil constitutionnel, aujourd'hui, hormis Jean-Éric Schoetten, mais qui n'aurait jamais été proposé, ne s'opposerait pas au référendum? En réalité, tous vont s'opposer. La seule différence, c'est que, M. Ferrand a dit dans son audition qu'il ne s'y opposerait pas, ou en tout cas qu'il respectait le fait que le constituant, c'est le peuple. Et deuxièmement, et ça, je promis, je m'arrête, en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi voulez-vous à tout prix renforcer l'autorité du Conseil constitutionnel? Mais c'est Pourquoi voulez-vous... Ben oui, on y vient. Parce que finalement, c'est promis, j'ai terminé. Mais c'est de la provocation que vous faites là, parce que non, vis-à-vis de Guillaume Benessa. C'est de la provocation, Oui. mais réfléchissez un instant. À partir de maintenant, c'est diabolique, hein, mais tout le monde sait que le Conseil constitutionnel est une institution politique. Vous savez, sur Twitter, j'ai vu des réactions, mais j'ai vu aussi les réactions de l'autre bord, de l'autre côté, des juristes, des professeurs de droit, de gauche, qui connaissent bien les rouages de la Constitution de la Ve République, qui connaissent bien les textes philosophiques, comme les déclarations des droits de l'homme, le préambule de la Constitution, etc., qui sont des textes non pas juridiques, mais philosophiques, et qui ont hurlé allez voir leur réaction sur Twitter, ces professeurs de droit, et même avant d'ailleurs, ils s'indignaient contre l'animation de Ferrand, parce qu'ils ont dit, mais c'est une catastrophe. Oui. Maintenant, le Conseil constitutionnel, tout le monde comprend que c'est une institution politique et d'une certaine politique. Vous voyez, c'est ça que je pose comme hypothèse. Donc, pourquoi, mon cher Guilain, et pourquoi vous tous, tenez-vous à tout prix à renforcer l'autorité du Conseil constitutionnel? Avec quelqu'un comme Combrexel, vous l'auriez renforcé, et au moment où nous utiliserons l'article 11 d'action pour un référendum, l'opposition ne sera pas la même. La légitimité du Conseil ne sera pas la même. Et c'est promis, j'ai fini. Alors, Guilain, je reprécise les deux questions parce qu'il y en a une qui est arrivée au début de la discussion, du propos de Pierre Gentillet, à laquelle j'aimerais bien que vous répondiez aussi. Donc, évidemment, vous l'avez entendu, pourquoi voulez-vous renforcer le Conseil constitutionnel? Celle-là va vous plaire. Deuxième question, deuxième sujet, deuxième point sur lequel j'aimerais que vous reveniez également, puisque vous parliez, pour revenir à ce gaullisme source radical, cette révolution de tous les instants. Pierre Gentillet a répondu en expliquant qu'en effet, le gaullisme était radical, etc. Mais j'aimerais bien que vous expliquiez, vous, Guillaume Benessa, en quoi vous considérez que le Rassemblement national ne l'est pas. Voilà, ce sera le deuxième point, mais vous pouvez commencer dans l'ordre que vous voulez. Alors, premièrement, sur la question, je pars de la singularité et puis après je généralise. Hein. Donc, première chose, en fait, tout était dit du RN dans l'extrait que vous avez de Brian Masson tout à l'heure, le député dont vous avez passé l'extrait. Oui. Brian Masson dit quelque chose qui est à la fois totalement juste et à la fois singulièrement triste. C'est-à-dire que Brian Masson dit Richard Ferrand a donné des gages, il a dit qu'il n'était pas pour le gouvernement des juges. Dites, alors là, les bras m'en tombent. Richard Ferrand n'a pas donné de gages, il n'a pas le droit de dire qu'il est pour le gouvernement des juges. Donc, de toute façon, pointer du doigt une évidence pose un problème. Nous sommes dans le royaume de la lapalissade. C'est-à-dire que c'est merveilleux. En gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est merveilleux. Richard Ferrand a dit pendant son audition qu'il ne serait ni illégal, ni méchant, ni dictatorial, ni tyrannique. C'est formidable. Richard Ferrand sera un homme bon. Il va être un passe-plat. On va tous s'en réjouir. C'est lunaire, puisque de toute façon, officiellement, le président du Conseil n'a juste pas le droit de dire ça. Donc, bref, vu que le gouvernement des juges est à la mode, ou plutôt certains s'offusquent de le savoir à la mode, d'autres s'en réjouissent ou à peine, ou je veux dire, enfin s'en réjouissent en l'affirmant et en s'en vantant, on va dire que bon, c'était le minimum syndical de la part de Brian Masson. Mais passons. Maintenant sur
Pourquoi? Alors, j'apprécie la pique de Pierre sur pourquoi, comment dire, renforcer le Conseil Oui. constitutionnel. Alors, est-ce que Alors, vous souhaitez renforcer le Conseil constitutionnel, Guillaume non, non, non. Bédessa? Alors, Il a ça, écrit un livre un peu critique sur le Conseil. Oui, C'est non, non, oui. il alors, faut en avoir lu quelques pages. alors, Mm. on m'a dit beaucoup de choses, on m'a rarement dit cela. Mais alors, techniquement, sur le Conseil constitutionnel, vous savez, je suis fort malheureusement peut-être, ou tristement, ou pour certains parce que j'ai pas assez de neurones et trop, ou en tout cas trop de livres et pas assez de neurones, je me souviens malheureusement de cette grande formule de Montesquieu selon laquelle le juge est la bouche de la loi. J'en suis malheureusement resté à cela, si vous voulez, en termes de compréhension théorique. C'est-à-dire que j'ai appris durant mes études et il m'a été donné de me convaincre que cette idée source est fondamentale. Le juge est la bouche de la loi. Ça veut dire que le législateur décide et le juge applique. Le juge n'est que l'exécutant, à la limite l'interprète, mais avec un petit peu de réserve, de la politique fabriquée par d'autres que lui, qui sont à la fois le législateur d'un côté et, dans notre système, le président de la République de l'autre. Or, le Conseil constitutionnel, et je ne veux pas faire de grands débats historiques, mais tout de même, le Conseil constitutionnel, en 58, De Gaulle n'en veut pas. Il n'en veut absolument pas. Non pas, comme Jean-Louis Debré des fois fait mine de le croire, parce que Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil, a lui aussi dit beaucoup de conneries sur le gaullisme constitutionnel, alors même qu'il connaît vaguement l'affaire, vu que c'est le fils de Michel Debré. Mais passons, le général de Gaulle ne voulait pas du tout du Conseil constitutionnel, mais pas du tout. Mm. Et à l'époque, pourquoi? Parce qu'il craignait précisément l'emprise d'une Cour suprême, c'est-à-dire d'un juge intrusif dans la politique française. Ce qui veut dire qu'il s'y est résolu par la force de Michel Debré, tout en espérant que le Conseil reste en gros un organe à la solde de l'exécutif, mais qui ne contrôle pas de trop la chose politique. Je suis un peu rapide, mais on a compris l'idée. Depuis 71, et c'est ce que j'ai écrit, vous savez, Clémence, dans mes différents livres en détail sur plusieurs points, depuis 71, l'affaire a totalement dérivé et nous sommes arrivés à cette situation ubuesque dans laquelle aujourd'hui tout le monde a pris l'habitude de considérer, mais par-delà le Conseil constitutionnel, que les juges font la loi, si je puis dire. C'est-à-dire la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, à l'échelle européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, etc., etc., etc. Alors, concrètement, pour répondre à votre question, qu'est-ce que j'aurais été, ou je serais, non, on va dire, on va rester dans l'actualité. J'aurais été à la tête du RN, évidemment, j'aurais tout fait pour ne surtout pas renforcer, quoi qu'il en soit, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire stigmatiser, montrer du doigt, point par point, chaque jour qui passe, la folie furieuse que c'est, ne serait-ce que d'accepter le fonctionnement d'un organe qui piétine la démocratie, la souveraineté populaire, la politique, etc. C'est-à-dire le seul fait d'admettre une seule seconde de dialoguer autour de la nomination de Richard Ferrand me semble être un aveu de faiblesse, puisque ça revient à accepter l'autorité directe ou indirecte d'une institution qui, pour moi, aujourd'hui, est littéralement inconstitutionnelle, d'une certaine manière. En tout cas, contraire à l'ADN de ce que doit être la démocratie française, les institutions françaises et la Ve République, On est d'accord. premièrement. Et pour terminer là-dessus, ce qui me gêne profondément, c'est que, pour répondre clairement, non, je ne suis pas pour renforcer l'autorité du Conseil constitutionnel. Si demain, la question m'était posée et que nous devions rédiger la Constitution, admettons, si Pierre devait me consulter ou que nous en discutions en 2027, soit il faudrait rédiger la Constitution française pour faire que le Conseil, en quelque sorte, ne soit que le suppôt ou le valet de l'autorité politique qui décide. Donc, un juge redevienne ce qu'il a oublié d'être, qu'un juge redevienne un juge, premier élément. Maintenant, Clémence, je vais être clair, je réponds, j'ai pas tendance à faire de la langue de bois. Si j'avais à reprendre les choses clairement, je serais de l'avis du général de Gaulle, c'est-à-dire, c'en est terminé du Conseil constitutionnel. Fini le Conseil constitutionnel. Pour une simple et bonne raison, et je suis gaulliste peut-être dans l'âme, parce que la seule Cour suprême, c'est le peuple, c'est-à-dire le référendum. Donc, à la limite, il faudrait trouver un système dans lequel, d'une manière ou d'une autre, le référendum, c'est-à-dire la consultation populaire, pourrait contrer la décision prise par le Conseil constitutionnel, puisqu'en dernière instance, hormis le peuple, il n'y a rien qui vaille dans notre ADN. J'ai le sentiment que sur tous ces sujets, le RN n'a pas forcément perdu sa boussole, mais tous les jours a oublié que si le combat n'est pas total, un jour, on n'arrivera plus à le gagner. Ouais.
C'est ça. Finalement, vous reprochez au Rassemblement national de ne pas rappeler tous les jours, de ne pas marteler, par exemple, ses orientations, ses idéologies, ses valeurs, on va dire. Pierre Gentillet, une réponse rapide et on va s'arrêter là. Oui, c'est vrai que c'est passé assez vite. Moi, en fait, c'est toujours la même chose. J'ai pas de point de désaccord avec là-dessus avec Guilain. En fait, je comprends son point de vue. Peut-être simplement dire que euh, je pense en fait, je le déplore hein, vraiment en tant que juriste, et je pense que Guilain le déplore aussi. Je pense que ce sujet est méconnu des Français. Il y a une passion pour les militants, pour ceux qui s'intéressent à la politique. On l'a vu avec la nomination de Richard Ferrand sur ces questions. Mais je pense qu'en fait, ces questions sont totalement étrangères au public. Si vous sortez dans la rue et que vous interrogez n'importe qui sur le Conseil constitutionnel, un, il ne sait pas ce que c'est. Deux, il ne sait pas quelle est sa compétence. Or, le Conseil constitutionnel a quand même une puissance qui est supérieure à celle du Parlement, puisqu'il peut littéralement annuler des lois au nom de sa vision particulière de la Constitution et de principes constitutionnels. Donc en fait, malheureusement, si on avait pendant, je sais pas moi, des semaines, tapé du tambour dans la rue en disant Conseil constitutionnel, je crains qu'en fait, ce sujet ne soit passé de toute façon à la trappe. Oui. Par ailleurs, je voudrais rappeler un petit point. Ça me permet de revenir sur un commentaire qui a été fait et c'est quelque chose qui, je pense, n'a pas été compris. En fait, la capacité d'opposition que les députés du Rassemblement national ont est une capacité d'opposition en fait qui est assez limitée. Je m'explique, mais pardon, c'est important. Si nous avions bloqué la nomination de Richard Ferrand, derrière on présentait, je sais pas moi, Monsieur Combrexel ou Madame Taubira. Moi, je pense plutôt c'est un profil technique. La Constitution prévoit bien que le Parlement ne peut s'opposer à la nomination du président du Conseil constitutionnel qu'aux 3/5 de l'opposition. Ce n'est pas un vote à la majorité. Et ça fait beaucoup de différence. Oui. Donc, nous n'avions pas, contrairement à ce qu'on peut penser, une capacité de blocage infinie. C'est-à-dire que concrètement, Ferrand ne serait pas passé, et juste après, Combrexel serait passé, avec les voix de qui ? Avec les voix des LR, bien évidemment, puisque les LR réclamaient un profil technique. D'ailleurs, au passage, les LR au Sénat, ils ont voté pour M. Ferrand, je rappelle, et avec les voix du PS. Voilà. Oui. On a compris Maintenant, ce point de vue. Oui, pardon, j'ai je pensais que compris vous que aviez c'était fini. trop court, Ouais. mais vraiment juste d'un mot, c'est promis, j'ai terminé, mais je pense qu'en fait, la présidentielle de 2027, si Marine Le Pen est élue, ce que je souhaite, vous l'avez compris, et si le référendum de l'article 11 est utilisé, ce sera un moment de vérité pour tous les Français, ce sera un moment de vérité pour la Constitution, puisque nous verrons à cet instant, puisqu'il y aura une opposition, moi je l'attends cette opposition depuis longtemps, entre le Conseil constitutionnel et le président. À cette occasion-là, nous verrons bien ce qui se passera. Moi je pense que ce sera un moment de vérité. Je pense que c'est le souverain qui se révélera. Le souverain, c'est le peuple qui tranchera par référendum, Oui. c'est le peuple qui décidera, et nous verrons à ce moment-là qui est le véritable gardien de la Constitution. Est-ce que c'est le président de la République ou est-ce que c'est le Conseil constitutionnel? Ce sera le moment de vérité. Moi, je l'attends avec impatience. Eh bien, nous aussi, on attend ce moment de vérité. Merci beaucoup, Guilain Benessa. En tout cas, je rappelle votre dernier livre, On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges aux éditions L'Artilleur. Merci Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris, puis candidat pour les législatives 2024, étiquette RN, vous l'avez compris. Merci à tous les deux. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.